Salut Cyril. Salut David. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur Brain Story par l'intermède de Guillaume que j'ai reçu récemment, qui travaille avec toi chez Brain Sonic et qui m'a conseillé de te recevoir pour parler de Brain Content, de content marketing. On avait commencé à faire rapidement connaissance et puis c'était déjà parti dans des débats. Alors j'ai dit, il faut lancer l'enregistrement là parce que je sens que ça va être passionnant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Alors, merci pour l'invitation, hein. Je reconnais bien Guillaume Mikowski, entremetteur en chef. Alors, pour présenter en quelques mots, donc je m'appelle Cyril Lénin. Je suis un gars du contenu. Voilà, mon truc, c'est l'éditorial. J'ai travaillé d'abord une douzaine d'années en presse, dans la presse technologique pour être précis, à la belle époque. C'est à l'époque où, en fait, le web émergeait sortait tout juste des labos, du CERN. J'ai eu une chance inouïe de pouvoir suivre cette histoire, de pouvoir d'assister à la remontée des strates de l'entreprise par les technologies du net. Donc, ça a été une super, voilà, un très très beau moment. J'ai travaillé dans plusieurs journaux, des titres qui s'appelaient 01, qu'on disparaît depuis, 01 informatique, des titres en ligne comme le journal du net, des choses comme ça. C'était très 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 chouette. Puis à un moment, la presse, c'est pas une grosse surprise, c'est devenu beaucoup moins drôle parce que ça a été racheté par des groupes, c'était pas des groupes de presse qui n'avaient pas bien compris à quoi ce que c'était la presse. Donc ça m'a un petit peu saoulé, pour être franc. J'aimais trop ce métier pour mal le faire. Et donc de fil en aiguille, en effet, j'ai rejoint Brainsonic, qui à l'époque faisait vraiment des web TV. Il y avait souvent les web TV, les projets étaient un petit peu chaotiques, pas pour des raisons techniques, parce que Brainsonic faisait déjà très bien les choses techniquement, mais pour des raisons éditoriales. Donc j'ai commencé à m'occuper de ça. Et puis après, j'ai suivi l'histoire de Brainsonic, qui est devenue une agence complète 360. Et puis moi, j'ai monté le pôle éditorial qui s'est étoffé, qui fait du content, du content marketing et toute cette vaste histoire avec de multiples saisons. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce switch entre un métier de journaliste et puis un métier de publicitaire? C'est une bonne question. Ça s'est pas fait comme ça tout seul, en fait. J'ai eu un peu un intermède. Quand j'ai arrêté la presse, un petit peu déprimé quand même. Faut pas voir. Non, mais j'aimais beaucoup ce métier, très très sincèrement. J'ai aidé un copain à monter une société de conseil. Puis j'ai touché un petit peu. J'ai commencé à faire des missions de consulting éditorial justement. Et j'ai commencé à voir que je pouvais vraiment avoir un vrai plaisir, que j'avais une construction, qu'il fallait trouver des angles, enfin voilà, qu'on pouvait avoir aussi un plaisir dans la construction éditoriale, alors qui n'était pas du tout un produit d'information. Je fais toujours, et j'ai toujours fait très nettement la différence, d'accord? Mais que je suis arrivé à trouver dans la construction d'un produit de communication un plaisir qui n'était pas le même, mais qui était quand même le plaisir de la construction d'une identité éditoriale, de réussir à feuilletonner des choses. Et je m'y suis retrouvé assez bien. Et puis en plus, j'ai eu la chance à l'époque de commencer à travailler pour des comptes tech. Voilà. Moi, je venais un peu là du journalisme technologique, donc voilà, ça m'a aidé à gérer cette transition, si tu veux. Voilà. Après, je ne me lancerai pas dans le débat que j'ai parfois avec mes anciens collègues de la presse, qui est un produit de communication peut-il être plus honnête qu'un produit d'information? Et c'est un autre débat. Je pense que c'est un podcast à part entière, David. C'est possible, c'est possible. On a déjà pas mal de sujets abordés. On verra comment où cette conversation nous mène. Mais justement, tu vois, on voulait parler de brand content. Qu'est-ce que c'est en réalité le brand content? Parce que tu vois, nous chez Fabster par exemple, à la base on fait de la médiatisation vidéo de type Ouais. pré-roll. Mais derrière on diffuse des contenus éditoriaux concrets. Alors on s'est dit, ben on pourrait très bien raconter des histoires où on allie les valeurs de marque sous forme de placement produit ou en racontant une histoire avec du contenu éditorial. Et c'est ce qu'on appelait du brand content. Et en réalité, c'est un petit peu ce qui se fait avec Netflix et les placements produits, etc. Après, d'un autre Hum. côté, tu as aussi potentiellement la même dénomination pour ce que les marques créent comme contenu. Par exemple, on en a parlé en intro avant de démarrer le podcast, des marques qui veulent se lancer dans le podcast, qui créent leur chaîne YouTube, etc. Donc, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui, toi, le brand content? Ouais, alors c'est vrai que le brand content, si on le dit comme ça, c'est ce que je dis d'ailleurs quand je dois expliquer à des gens, tu fais quoi dans la vie? Je dis, bah, je produis du contenu pour des marques, on appelle ça le brand content, et je m'arrête là. Voilà. Comme on a un peu plus d'une minute tous les deux, en fait, il faut pas s'arrêter là, et je pense qu'il faut distinguer au moins deux, trois choses. Dans le contenu de marque, dans le contenu, on va dire, financé par des marques, hein, c'est ça dont on parle, il y a au moins trois, quatre cases. Moi, personnellement, quand je parle de brand content, je parle de contenu bien précis qui, finalement, travaille les valeurs de marque, raconte la marque, ce qu'elle est, ses valeurs, son rayonnement. Bref, c'est un contenu qui est auto-centré, et c'est pas mal, hein, il en faut, on en a besoin pour travailler, pour donner à la marque toute sa consistance, donc il travaille sur la marque. Donc ça, c'est vraiment moi, ce que j'appelle, il n'y a pas de livre rouge, hein. Je donne mon lexique ici, le brand content. Après, à côté de ça, il y a ce que tu évoquais. C'est ce on appelle, notamment, et ça, c'est plutôt nos amis américains qui ont appelé ça comme ça, le content marketing. D'accord? Le marketing de contenu, où là, on veut être plus intéressant qu'intéressé, très nettement.
Et ça peut aller juste assez loin parce que même la marque va s'oublier. On a fait des sites de content marketing en fait où tu voyais à peine le logo de la marque. Voilà. Là, dire, bah, c'est quoi l'intérêt pour la marque en fait de faire du contenu en s'effaçant, en s'oubliant? Bah, c'est tout simplement de jouer au petit poussé et de se mettre sur le chemin de pensée de ses audiences. Voilà. C'est tout simplement ça, c'est d'avoir rencontré les audiences par l'affinité pour un sujet. Voilà. C'est bah, le roi Merlin qui va faire des vidéos sur YouTube sur comment couler une dalle de béton, que sais-je, etc. Alors même si la marque est, on va dire, il y a une attribution de marque, mais on va déjà rencontrer l'audience sur un besoin ou autre, typiquement. Donc après, il y a plein de c'est pas des contenus très pratiques, il y a toute une génération de contenus qu'on peut faire, mais ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le content marketing. Si je fais donc, pour moi, il y a vraiment voilà, le contenu de marque qui parle de la marque, qui est assumé, c'est la marque, ses valeurs, son rayonnement. Il y a le content marketing, qui est une vraie notion, c'est pas un mot pour le mot, content marketing. Joe Pulizzi, qui est le grand gourou du content marketing, c'est lui qui a monté le Content Marketing Institute, qu'il a revendu depuis. C'est pour ça qu'il est très heureux dès qu'on voit en photo, il a l'air très très heureux, le monsieur. Et son bouquin Epic Content, il date, j'ai regardé justement avant de faire le podcast, parce que je ne me souvenais plus, 2013. Et là, on est en pleine phase d'excitation sur le content marketing, sur cette découverte-là. Ça va après avec toutes les disciplines qui sont connexes. L'inbound marketing, tu vois, le content marketing, finalement, c'est le bras armé de l'inbound pour faire de l'inbound, c'est-à-dire pour faire venir des gens à soi plutôt que d'aller les chercher. Eh ben, il faut du content marketing, du contenu, tu vois, intéressant. Voilà. Donc tout ça, c'était vraiment ça a vraiment fusé très très fort autour de ces débuts d'année 2010. Et puis on pourrait encore ajouter un truc si je veux être complet. Celui-là, on sait toujours pas toujours bien le ranger, c'est tout ce qui est contenu produit. Voilà. J'imagine que la solution qu'on utilise, en ce moment, on fait du product content. Et c'est pas seulement du tuto, alors c'est aussi du tuto, mais c'est aussi expliquer comment le produit il sert au-delà de son strict champ d'usage, comment il s'inscrit dans une chaîne de valeur, etc. Donc tout ce qui est contenu produit, c'est aussi de la fiche produit. Il y a des gros enjeux aujourd'hui lorsqu'on est distributeur et que on sait très bien, on enrichit ces fiches produits avec de la vidéo, avec des tutos, etc. On sait que ça convertit beaucoup plus fort, donc c'est un vrai enjeu, le produit content. Donc je ferai au moins, tu vois, ces trois distinctions, brand content, content marketing, produit content, pour faire simple. Ouais, on pourrait dire que la publicité un petit peu classique, dans le but de faire de l'awareness ou du branding a pour but de faire connaître la marque, alors que le content marketing, le brand content a plutôt pour objectif de la faire aimer, de diffuser ses valeurs, sa Ouais, légitimité dans un secteur et une sphère donnée. Et puis, tu vois, j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment qu'on est dans une société de plus en plus en quête de sens. La relation physique entre la marque et ses consommateurs n'existe plus puisque la plupart des achats sont dématérialisés. Et donc, j'ai le sentiment que les consommateurs, à la place, recherchent une autre forme d'interaction. Et justement, peut-être que les marques soient plus incarnées avec le personal branding qui est en plein essor tout sur à LinkedIn, fait. Ouais, etc. Tu vois, il y a plein de petits phénomènes émergents, bien évidemment aussi sur les notions de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, sur lesquelles on fait beaucoup de choses, nous, chez Fabster. Et je pense que justement, ces contenus qui sont moins normés, qui sont plus ouverts, plus créatifs, plus longs aussi, permettent de distiller le cœur, l'ADN qui fait vibrer l'entreprise. ouais. Mais ça, alors je suis complètement face à ce que tu viens de dire, notamment ce besoin d'incarnation, de relation au-delà du produit, etc. Mais je pense que ça s'incarne vraiment à la fois à travers des contenus vraiment très bons contents, même la marque est là, parce que voilà, il y a des marques qui sont vraiment intéressantes à suivre, qui font des choses en termes d'engagement. Tu parlais de RSE pour le climat, etc. Regarde toute l'activité autour de Patagonia qu'il y a eu, etc. Enfin, Bien avec sûr. parfois du backslash, mais voilà. Et puis, par exemple, tu vois, j'adore le vélo, le gravel, etc. Il y a des marques que je suis parce que à côté, ils font des contenus. Alors, la marque, et d'ailleurs, je consomme avec bonheur même du contenu produit de ces marques quand elles parlent, je suis aussi des podcasts qu'ils peuvent faire avec ou des sportifs ou autres où ils parlent pas d'eux parce que j'y retrouve quelque chose et qui entretient quand même mon lien avec la marque. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs, ils sont entremetteurs pour le coup. On partage les mêmes histoires avec cette marque, les mêmes passions, ils sont entremetteurs. Je découvre avec eux des gens, des sujets, des techniques. Il n'y a pas un lien direct toujours avec leurs produits, et c'est pas le sujet là. C'est vraiment justement, comme tu dis très bien, de continuer à maintenir cette histoire, voilà, qu'on participe ensemble, la marque, comme moi ou d'autres personnes, d'autres passionnés, de la même histoire en fait, fondamentalement. Donc ça c'est. Et est-ce que tu dis sur LinkedIn, en effet, le personnel, on en parle beaucoup, je sais que tu en as parlé avec Guillaume d'ailleurs, de l'employé advocacy, il t'en a touché deux mots. Donc voilà, on trouve que c'est un levier qui est très intéressant, qui répond exactement à ce besoin d'incarnation. On le voit aujourd'hui, hein, on avait fait des tests, un contenu qui est partagé par une marque versus le même contenu, même s'il est reformulé et partagé par une personne, il y a un niveau d'engagement qui est pas comparable. L'incarnation joue à plein.
Et d'ailleurs, chez nous, à Schweinsteiger, c'est un gros axe. On essaye vraiment, on encourage beaucoup les marques à faire porter des contenus intéressants par des ambassadeurs. Voilà, à se détendre sur le sujet. Voilà, alors, je sais qu'il y a toujours les risques qui vont avec, oui, mais si on expose nos stars, etc., la chasse, le recrutement dans des marchés, voilà, de chasse au talent. On va dire, aujourd'hui, il y a LinkedIn, de toute façon, la messe, elle est dite, donc faut y aller, quoi. Mais voilà. Tu me disais avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me posais, tu disais qu'il y avait une question qui était intéressante, qui était de savoir pourquoi est-ce que les créateurs de contenu arrivent à avoir une visibilité tellement plus importante que les contenus créés par les marques. Ouais, Avant de répondre à cette question-là, j'aimerais juste proposer une solution parce que c'est ce que tu suggérais en partie dans ta réponse, c'est que justement le brand content, il peut aussi prendre la forme d'association sous forme d'ambassadeur, d'influence marketing. ouais, ouais, Tu parlais de podcast aussi dans le gravel. Je sais pas, je crois qu'il y a Bertrand Souligné. Je suis pas ouais, tout à fait sûr de son nom de famille, mais qui fait un petit peu ce genre de choses. Au final, c'est peut-être une nouvelle vision de ce qu'est l'influence marketing. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de. Moi, j'aime bien, je fais toujours un peu mes bilans de fin de saison, là, c'est l'été, c'est le moment un peu de se poser, de prendre un peu d'altitude. Et c'est ce que je t'expliquais, j'ai le sentiment, je crois pas que ce soit que subjectif, très sincèrement, quand je regarde un peu la production ambiante, que j'ai vu de plus belles choses sur les mois écoulés venant de créateurs, voilà, d'individus passionnés, etc., euh, que des marques. Enfin, c'est un petit peu dur. Et j'ai l'impression, et notamment, je te parlais tiens, on parlait de 2013, 2010, quand on était vraiment, quand le content marketing faisait feu de tout bois, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'initiatives. Alors, il y en a toujours un peu, mais j'ai l'impression quand même d'en voir moins. Alors, j'ai pas toutes les explications, et je pense que c'est multifactoriel. Mais je vais quand même en toucher un deux mots. Je pense que, comme on le disait, faire du contenu vraiment, on va dire, centré plus audience que marque, on l'évoquait là, ça demande une constance que les marques ont peut-être moins en ce moment. On est quand même un peu chahuté, hein, on est quand même dans un contexte très très simple, hein. On le sent assez bien. Après, c'est devenu aussi plus difficile de donner de la visibilité à ces contenus. L'organique, à une époque, enfin voilà, aujourd'hui, c'est la fin de l'organique. Il y a plus, peut-être sur TikTok, un peu, le SEO, c'est très complexe. Distribuer un podcast, c'est pas toi j'expliquais, c'est complexe. Enfin, aujourd'hui, pour 1 euro de production de contenu, il faut y mettre plusieurs euros de distribution. C'est pas simple. Il y a rien, il y a rien, il y a rien de magique. Donc ça, c'est un peu ce que je vois. Et parallèlement, on a les créateurs. On parlait de Gravel, je continue sur cette thématique-là, mais je pourrais en prendre d'autres, hein. Mais typiquement, il y a des chaînes vidéo, chaîne YouTube qui s'appelle Gravel on Bike, où en fait, le créateur, mais il a tout compris. Il a tout compris à la grammaire d'abord de son point de contact, qui est YouTube. Il a surmaîtrise. Il a, voilà, il a créé un vrai rendez-vous, une vraie relation avec l'audience, une façon de filmer. Il a un mode de narration qui rend complètement accro, en fait. Voilà, outre la passion. Et c'est vrai que je faisais ce constat-là, en disant, c'est drôle, mais j'ai essayé de me demander comment les bonnes pratiques, comment les marques pouvaient s'inspirer des créateurs. Alors après, en effet, il y a une réponse, hein. L'influence, c'est une réponse. L'influence, ce sont des marques qui s'associent finalement au talent des créateurs, hein, fondamentalement, qui se rencontrent sur des intérêts partagés. Quand ça fonctionne bien, c'est comme ça que ça marche. Mais je pense qu'on peut aller un cran plus loin, et c'est intéressant pour les marques de dire qu'est-ce qui fait qu'un créateur réussit là où une marque échoue, en fait, parfois. Parce que les projets de contenu, ça, c'est pas des morts violentes, hein. C'est pas des morts violentes, c'est pas comme un projet qui sort pas. En fait, c'est ce que j'appelle souvent les petites morts. Ça, c'est les plus terribles. C'est un truc qu'on laisse un petit peu filer, qu'on finit par alimenter de moins en moins parce qu'on sait que finalement on n'y est plus et on le laisse mourir comme ça. C'est souvent des petites morts. Mais je trouve que c'est un vrai sujet. Une des réponses, c'est il y a plusieurs réponses. Je pense que les créateurs qui fonctionnent, quand on voit, et je pourrais parler de YouTube, tiens, on peut en prendre un qui est souvent cité, on peut s'intéresser aux newsletters. Tu as dû entendre parler de la newsletter Snowball de Johan Lopez, qui Bien s'est sûr. abonné, y compris la version payante. C'est quand même un gars tout seul dans son coin, qui a monté une newsletter sur un sujet. Alors, il a choisi un angle, une niche, un format, un média, la newsletter. Il a même pas tant fait de paid que ça, hein, il le dit, hein. En fait, son premier canal d'acquisition, c'est les lecteurs existants. C'est assez clé. Il a vraiment, en fait, ce qui fait réussite, c'est la profondeur de ses contenus, le style, le ton et la ténacité dans le temps. Il y a quelqu'un Hmm. qui s'appelle Mark Schaeffer, je sais pas si tu le connais, c'est quelqu'un qui est assez connu, qui a écrit pas mal sur le content marketing, l'influence et autres. Et alors, c'est US centrique, hein, ce que je vais dire ici, donc gardons-le comme ça à l'esprit, hein, quand même. Il a interrogé, il a sorti un bouquin, il a interrogé plein d'influenceurs,
Et en moyenne, ce qui a monté, c'est que le temps pour s'installer, pour devenir une autorité reconnue sur un sujet, voilà, pour monter sur un disque qui tourne très très vite, c'est d'environ 28 mois. 28 mois d'effort de Ouais, c'est très long. ténacité pour être installé. Ouais, mais c'est montre un peu l'effort qu'il faut faire aujourd'hui. Mais par contre, quand tu as ça derrière, tu as un asset, hein, au sens premier du terme, qui est géant. Regarde, on parlait du Juan Lopez, regarde l'écosystème du newsletter qu'il a produit aujourd'hui. Je pense qu'il est à deux doigts de monter une boîte de conseil complet sur la finance personnelle. Enfin, ça emmène très très loin. Ouais. Ça emmène Non très mais très loin. ouais, ouais. Johan, alors d'ailleurs c'est marrant puisque en parlant de content marketing, tu vois, en fait, chez Fabster, c'est ce qu'on a fait avec ce podcast Brain Story, mais aussi en parallèle C'est de ça, on exactement ça. a un événement qu'on fait une fois par an qui s'appelle le Publisher Summit où on reçoit des experts dans le milieu de la tech pour aider les médias à, à fédérer de nouvelles audiences, à améliorer leur acquisition, leur monétisation, l'expérience utilisateur, etc. Et dans ce contexte-là, j'ai fait justement un webinar avec Johan Lopez qui a raconté comment Ah, je créer savais une même newsletter, pas. en faire un business, un Intéressant. nouveau média. Ouais. Et effectivement, comme tu le dis très bien, tu vois, en un mois, il avait mis un post LinkedIn où il avait parlé du projet, donc il n'existait même pas encore, et il avait eu, je sais plus, 500 ou 600 commentaires, et 2 mois après, il avait déjà sorti presque un SMIC avec sa newsletter. J'exagère à peine, mais la progression a été fulgurante. Après, j'ai le sentiment que l'un des freins pour les marques et l'un des avantages pour les créateurs, outre la ténacité, c'est que on se méfie des marques. C'est-à-dire qu'une marque qui crée un contenu, on se dit oui, bah, elle est pas neutre dans cette histoire, elle est Ouais. peut-être même pas Elle est passionnée par forcément son un peu sujet. intéressée. Ouais, ouais. Voilà, on a l'impression que la finalité prime sur la passion, tandis qu'un créateur de contenu, en général, il est d'abord passionné et le business vient après. C'est-à-dire que, et d'autant plus par cette notion de temps différé, c'est-à-dire que il faut tellement d'abnégation, tellement de régularité, tellement d'investissement personnel, de temps et d'argent avant de pouvoir avoir une communauté suffisamment grande pour la valoriser, que si t'es pas passionné, t'abandonnes avant. Donc en fait, cette Ouais. preuve de l'effort garantit la passion, tandis que la marque, étant donné qu'elle a un intérêt financier dès le début, bah, peut-être qu'il y a plus de méfiance aussi de la part à la fois des Hmm. consommateurs et puis aussi de toutes les personnes qui pourraient contribuer à la faire rayonner, parce que le créateur, quand il démarre au début, eh bien probablement que d'autres créateurs vont parler de lui parce qu'ils vont trouver ses vidéos chouettes, etc. Les gens ont envie de t'aider quand tu es passionné. Tandis que quand tu es une Ouais. marque, on se dit ah, elle a déjà plein de budget, etc. Je vais sûrement pas parler d'elle, ou alors il faut qu'elle me paye. Et ce que tu dis est juste et rebondit sur un autre point, c'est-à-dire d'où l'importance pour les marques dans le cadre de ces efforts-là de jouer la carte de l'incarnation. Parce que dans les marques, il y a aussi des experts complètement passionnés. Tu vois, tu prends des marques comme Nikon, tu peux parler de vélo, on peut prendre plein de marques de passion. Mais ça vaut aussi dans le B2B. Moi, je travaille sur beaucoup de sujets B2B. Voilà. Ce matin, j'étais avec un éditeur qui s'appelle MongoDB, qui ne doit pas forcément dire grand-chose. On est dans les databases sur le cloud computing. Et en fait, j'ai des gens qui, dans leur sujet, c'est un architecte, hein, qui sont des passionnés. Je dis, voilà. Et voilà, on va aider ces gens-là à émerger. Et je pense que si on accepte, toi, cette donne de l'incarnation, et si on, voilà, si on a confiance, on peut vraiment Hmm. réussir à régulariser des figures qui vont avoir le même impact qu'un créateur, à condition les faits, qu'on leur laisse un peu de marge de manœuvre, on évite le côté, je te parlais un peu du bureaucratie de marque, tu vois, qui vient étouffer la passion de ce créateur qui est intramuros, hein, au sein de la marque. Il y a vraiment des chouettes choses à faire. Et moi, je crois fondamentalement que même si le contenu est fortement attribué, signé en termes de marque, à partir du moment où le contenu va vraiment être utile, hein, c'est voilà, moi par exemple, j'ai une autre passion, c'est des vannes aménagées. Donc voilà, des vannes aménagées. La meilleure contenu que j'ai trouvé, c'est fait par un concessionnaire. Un concessionnaire, ça va pas être ouf comme le truc. Vraiment, en fait, le gars il est passionnant, en fait. Et c'est identifié. Et à un moment, à la fin de la vidéo, tu as du call to action sur des véhicules et compagnie. Il fait sa tambouille. Mais dans les 30 minutes de vidéo, c'est ultra riche et ça régale. Et donc, il y a un deal, il y a finalement toujours une charte tacite sur un contenu, il y a un contrat tacite. Et le contrat est complètement respecté, c'est qu'ils ne me veulent pas mon temps. Tu vois, c'est souvent les gens me demandent, des cours aussi, c'est quoi un bon contenu? C'est mal hein, quand tu as moins de 2 minutes pour répondre. En fait, si je dois donner une définition, un bon contenu, c'est quand la personne l'a consommé, elle vous prend pas pour un voleur de son temps. Point. Voilà. Au contraire, vous êtes un ami pour la vie. Je ne vais pas vous donner une meilleure réponse que ça. Et c'est pour ça que vous allez revenir. Et c'est pour ça qu'à un moment, si je suis abonné newsletter, bah, c'est le cas pour Yann Lopez, comme c'est le cas pour d'autres newsletters que je suis abonné. Quand elle n'arrive pas, je me demande si ma boîte a eu un problème, elle me manque, je me demande où c'est passé, ou je vais voir Hmm. sur Insta ou sur Twitter s'il n'a pas mis un message, comme quoi il y a un souci de maintenance technique. Donc, et ça, c'est une grande réussite.
Et ça, on s'aperçoit que les startups en général sont particulièrement douées pour ce type de Bah communication. ouais, Je citerai par exemple, je sais pas si tu connais, Archie? Archie, ça dit quelque c'est du chose, ouais. cidre. Ouais, c'est du vinaigre Ouais, de cidre et tu vois, enfin bon, lancer une startup pour vendre du vinaigre de cidre alors que tu en as vendu à 2,50 € dans les grandes surfaces bio, très et la vendre challenging, 15 hein. balles sur ton site, en à distance en plus, ça paraît compliqué et pourtant, elle y arrive hyper bien et justement parce qu'elle a pleinement incarné sa marque, son personal branding sur, LinkedIn, parce qu'elle est devenue créatrice de contenu, sur Instagram. Elle a fédéré une communauté en se mettant en avant et en étant authentique, sincère et alignée entre le produit qu'elle vend et ce qu'elle essaie d'apporter au monde. Tu vois, il y a aussi cette Ouais, notion un petit peu de sincérité, de concordance stratégique entre le content marketing, le produit et les valeurs qui sont prétendues être celles de la marque. Et s'il y a une ouais. dissonance à un endroit, c'est là où ça semble faux et où ça peut poser problème probablement. Et Il y peut-être a que ça sur un aussi, gros ouais, groupe, ouais. c'est plus difficile à opérer parce que la culture est peut-être moins clairement identifiée, tu vois, des groupes de 10 000, 15 000 personnes, C'est évident. ouais, c'est plus difficile d'identifier une culture, un point commun, tu vois, qui relie un petit peu tout ça et qui permettrait d'avoir une sorte de ligne éditoriale qui fédère et qui permet d'avoir cet alignement. Mm. Après, ça va aussi avec une culture marketing. Par exemple, les exemples que tu cites sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, par exemple, je te parlais du content marketing qui nous est désigné en 2013. Aujourd'hui, le grand trip, si tu veux, et un Joe Politique continue à bosser là-dessus, c'est la grande école, c'est de dire finalement, maintenant, l'audience doit précéder le produit. Donc, Ouais, il y en a qui vont, ouais, et d'ailleurs, le dernier bouquin qui est sorti, que Joe Pulizzi a sorti, est là-dessus, sur des business cases, innovables, où en fait, des startups ou des individus ont créé une audience, une communauté sur un thème avant de créer le produit et le service qui va avec. C'est exactement ce que nous fait Johan Lopez, hein, entre parenthèses. Donc là, c'est aussi avec une autre approche du marketing où tu as peut-être une intuition sur quelque chose, mais avant de te précipiter, tu vas prendre le temps, tu vois, de regrouper, de rassembler une communauté euh, qui va aussi être finalement une source de feedback absolument monstrueux, pas sur tous les specs du produit, mais vraiment, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez qui est assez intéressant en ce moment. Et en effet, côté startup, tu vois, je pense que ça va aussi avec une approche un peu différente globalement du marketing, quoi. Je trouve ça assez passionnant, quoi. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, un Joe Pulizzi a complètement basculé là-dedans. Maintenant, il est dans ce mode-là. Il dit voilà comment créer son audience pour en faire le meilleur business case. j'ai un exemple là-dedans, c'est Père et Fiche. C'est ça va devenir une chaîne de fast-food qui font des burgers au poisson. Donc le truc anti-glamour à souhait, enfin ça fait vraiment rêver Ouais, personne. ouais, Et exactement de la même façon, je crois qu'ils ont commencé à créer la communauté, je sais plus, un an avant de lancer le premier restaurant. Et quand ils ont ouvert le premier restaurant à Paris, ils avaient déjà fédéré une communauté hyper forte sur Instagram, et donc ça a été un succès directement. Or, s'ils avaient fait les choses dans l'autre sens, réussir à évangéliser leur burger au poisson avec tous les coûts que ça implique et donc potentiellement personne qui vient naturellement dans leur restaurant les aurait probablement fait mourir avant même qu'ils aient eu le temps de c'est déployer leur clair. message et d'avoir des gens pour les soutenir et puis au final trouver que c'est hyper bon. Euh, et est-ce que toi, tu as t'as des learnings un petit peu à partager sur, bien évidemment, et c'est la question à 100 000 dollars et en même temps, il faudrait une vie pour y répondre. Comment que tu sois un créateur ou une marque, parce qu'au final, c'est le même combat. C'est quoi un Ouais. petit peu les déterminants aujourd'hui d'une communauté qui fonctionne? Comment est-ce que tu arrives à monter, à monter une communauté, à fédérer des gens, à les attirer dans un monde quand même de plus en plus compétitif, tu vois, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, quels que soient les réseaux que tu prends, même Ouais, aujourd'hui les ouais. podcasts, t'as tellement de choix, tellement de possibilités, tellement d'options. Alors certes, les consommateurs, la quantité de consommateurs augmente un petit peu, mais comment ne pas être noyé dans la masse? Ouais, alors c'est un peu mes questions de tous les jours pour être franc avec toi. Parce que là, j'ai plusieurs recommandations Ouais, en j'imagine. cours. Et parfois, avant de raisonner, alors c'est parce que je le fais plus souvent pour le compte de marque, évidemment, pour le compte de créateur, et pour le compte de marque, ce à quoi je vais être très très attentif maintenant, c'est au côté stratégie de moyens. Ok. Donc je vais déjà regarder, je vais essayer de voir, il m'arrive, pour être franc avec toi, stratégie de moyens, il y a la culture de la marque. Parce que clairement, parfois, je vais aller jusqu'au bout, hein, on est sollicité par des marques, justement, qui ont tout d'un coup une envie, une bouffée d'envie de contenu. Et il m'est arrivé de dire, bah, c'est pas pour vous, en fait. C'est pas souvent que je renonce à des budgets, hein. C'est pas pour vous, parce que je pense qu'en fait, vous n'avez pas compris que pour lancer, pour qu'un un effort, on parle quand même très vite de retour sur investissement, quand même, avec une marque, hein, on n'est pas chez les bisounours.
en fait, ça va pas tomber en 3 mois, le retour sur investissement. Voilà. Donc, et ça, maintenant, je suis très attentif à dire, vu la culture que je pressens chez vous, en fait, je pense que vous n'allez pas avoir la constance pour. Voilà. Donc, parfois, ça, malheureusement, la conversation cloue parce que j'estime, mais c'est pas grave, parce que le contenu n'est pas le seul levier pour monter une communauté. Il y a d'autres choses. Il y a bien d'autres leviers. Le contenu fait, produit par la marque elle-même. Hein. Enfin, il y a des stratégies d'influence. Il y a plein d'autres choses. Hein, même si je suis un gars de l'édito, du contenu, il m'arrive de dire, bon, en fait, ça va pas être le bon levier pour vous, mais j'ai des petits camarades qui sont juste dans la chambre d'à côté qui, eux, vont pouvoir vous apporter une réponse avec d'autres leviers. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Après, quand on sent quand même qu'il y a la culture, qu'il y a l'envie, une envie tenace, qui va pouvoir être financée dans le temps, on va vraiment réfléchir. Je vais regarder d'abord on va essayer de trouver la niche éditoriale. Toi, avant, on disait le thème. Je dis, en fait, si vous n'avez qu'un thème, ça, non, non, voilà. Quand on vient voir, alors c'est plus trop le cas, hein, mais encore, hein, on aimerait faire, voilà, un nouveau rendez-vous éditorial sur la transformation digitale. Je dis, bah, bienvenue, ce serait le 3553e. Voilà, donc ça va pas fonctionner. Mais même, tiens, si on prend les thématiques qui me tiennent à cœur, là, Guillaume t'en a parlé, sur l'IA, tu vois, si on doit lancer, nous, Brainsonic, un podcast, une newsletter sur l'IA, ça veut rien dire. Aujourd'hui, déjà, vu la masse de contenu si tu balades sur Twitter, donc déjà, c'est trouver la niche, l'angle, et c'est un tir de sniper. Donc déjà, je serais il faut être très exigeant avec soi-même là-dessus. Et quand on croit avoir une idée, tout de suite voir si elle n'a pas, été déjà traitée d'une manière ou d'une autre, et remettre ça sur l'établi, y retourner. Vraiment, trouver la niche. Euh, et là, pour le coup, le content marketing parlait, c'est encore, hein, il y a une notion dans le content marketing qui est clé, qui est le sweet spot. Le sweet spot, c'est ce point d'intersection entre une attente plus ou moins formalisée de ton audience et ce qui fait la différence de ton expertise. Ça, c'est clé parce que pour tenir dans le temps, il faut que tu aies une expertise à dérouler, à feuilletonner, assez épaisse en fait, pour tenir aussi Mmh. les choses. Donc, quand je fais ça, je investis beaucoup. Je dis à la marque, mais mettez-moi en contact avec plein de gens, que j'aille un peu, laissez-moi ouvrir les placards, les bureaux et tout. Et là, il dit, oui, alors lui, il est bien, mais il est discret. Oui, mais il est discret, mais il y a tellement de choses à dire. Donc, enfin, oui, donc on fait ce travail-là déjà de trouver vraiment la niche éditoriale et un peu l'épaisseur de la parole experte qui va pouvoir servir. Après, il y a le choix du format lié au touch point. Tu vois, quand tu choisis un podcast, lié au YouTube et autres. Donc ça, c'est clé. Il faut qu'il soit aussi compatible avec la matière première. Voilà, ça, voilà, t'as des contenus qui vont être plus ou moins denses d'un point de vue informatif, d'autres ça se prêtera mieux à une newsletter, d'autres à un format YouTube. Donc ça, c'est toute l'expérience qui te laisse un moment entendre que, juste que tu pressions, vu un peu la texture de la matière première, des sujets, tu vas être plus à l'aise sous une forme vidéo, audio, écrite. Ça, c'est un peu l'expérience, mais c'est assez clé. Et c'est une réflexion qu'on couple évidemment avec le point de contact qui active une communauté. Donc c'est tout ça qui va nous orienter plus sur de la vidéo sur YouTube, qui est à la fois, qui est finalement le réseau social de Google, hein, fondamentalement, voilà, qui a une performance assez de dingue, y compris sur du long forme. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'on va être sur une narration qui suppose un peu du long forme? Aujourd'hui, finalement, il y a trois choses pour ce qu'on appelle le long forme. Le long forme, donc finalement, tu as la newsletter, qui se prête bien à un long forme textuel. Tu as YouTube sur le long forme audio, et puis tu as le podcast qu'on fait actuellement. Parce que là, je sais pas sur combien on est parti. On a 28 minutes, hein, quelque chose comme ça, vu le nez. Euh, voilà, donc ça, euh, c'est intéressant. Et on peut avoir des stratégies de contenu qui jouent plutôt sur du short form, mais qui peuvent être quand même, qui peuvent créer du rendez-vous. On crée du rendez-vous aussi sur du short form, hein, voilà. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ouais, il y a plein de petites choses à régler, mais ça commence déjà par le fameux sweet spot. Ok. En fait, c'est quoi l'histoire qu'on va feuilletonner, quoi? C'est quoi notre série à nous? Et j'aime bien aussi nous forcer. Sinon, je trouve ça toujours un peu compliqué, mais je dis, mais si c'est compliqué, c'est qu'on n'est pas sur le bon sujet, en fait. C'est de raisonner en saison. Je dis, ok, mettons, on va faire 3, 4 saisons, là. On a une idée un peu des arcs narratifs, là, comment ça va se construire, quoi. Breaking Bad, c'était 5 saisons, ça a été génial de début à la fin, parce qu'à la première saison, ils savaient comment ça finissait, que ce sera en 5 saisons. Donc, donc j'aime bien qu'on se dise, ok, il y a 5 saisons, c'est quoi les dominantes, tu vois, et en fait, si c'est compliqué, si on n'arrive pas à le sortir de manière intuitive, un peu même grossière, assez vite, c'est sans doute qu'on n'est pas sur le bon arc alternatif, ou pas le bon terrain de jeu. Donc, bon, je pourrais en parler pendant les heures, tu entends dire, mais il y a tout ce petit questionnement-là en atelier qui se fait, et qui fait un moment, on arrive tu vois, c'est comme un peu sur une toile blanche, avoir les petits coups de pinceau qui vont bien, dire, ok, là, je commence à voir quelque chose. Là, je commence à Ouais, voir, et j'ai puis mon sweet spot, j'ai des intuitions sur les formats, et ouais. je peux commencer à prototyper quelque chose.
Ouais, au final, tu cherches un petit peu le monopole personnel de la marque qui va être Ah, l'intersection entre son histoire, son expérience, ses compétences et les parties qui la constituent, quoi. ouais. Et tu as J'aime parlé beaucoup ton de ROI tout expression. à l'heure. Pardon? Ouais. J'aime beaucoup ton expression de monopole personnel, mais c'est ça. On cherche à. Tu disais aujourd'hui, en fait, émerger du bruit. Enfin, là, 2023-2024, hein, on est déjà un peu à penser 2024, c'est infiniment plus complexe qu'il y a 5 ans. Faut pas se raconter. Enfin, ouais. Et aussi pour des raisons techniques, hein, les cookies. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent que vraiment, c'est devenu pas difficile et pointu. C'est pointu. Coller à une grammaire narrative comme celle de YouTube, c'est pas évident. C'est pointu comme exercice. Que tu fais là aussi. Donc, donc, faut pas sous-estimer cette difficulté-là. Faut pas non plus qu'elle inhibe. Donc, d'où l'intérêt aussi de bien choisir les choses. Et choisir en effet son petit monopole personnel. C'est exactement ça. Et du coup, sur le ROI, comment est-ce que tu mesures un peu l'efficacité d'une démarche de content marketing ou de brand content? Ah ouais, donc c'est ça, le quantum marketing, combien de divisions? Donc ça c'est la question qui tue. Non, non, il y a quand même pas mal de manières. Mais c'est vrai, là, j'étais sur un événement la semaine dernière et j'ai quelqu'un qui me voit en disant, moi j'adorerais, mais j'ai un board qui est data driven. Donc en fait, ils vont me lire le contenu, combien de leads en face, quoi. Je dis, bon, en effet, on n'est pas bien. Euh, on n'est pas en train de faire des landings et des séquences mail. Je dis, mais il y a quand même des choses qu'on mesure, très sincèrement. Euh, alors, je pense que d'abord, on peut assez vite mesurer, quand un contenu est quand même associé à la marque, l'évolution des mentions marques. Et l'évolution des mentions marques, c'est pas l'évolution du nombre de mentions dans Google et autres, c'est l'évolution du nombre de mentions associées à un thème. Donc ça, il y a des moyens de mesurer ces choses-là. Et puis après, on peut aller assez loin, mais quand on fait bien les choses, alors je fais attention, j'ai des clients en tête, je suis pas sûr de pouvoir forcément les citer là-dessus, donc je vais être attentif, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a des clients qui sont capables de mesurer l'impact sur un panier. Enfin, ils arrivent à faire la différence entre un visiteur qui a consommé du contenu versus un visiteur qui n'a pas consommé du contenu. Et du contenu, je ne parle pas de la fiche produit. Je parle d'un vrai contenu du type magazine web et autres. D'accord? Donc, ils savent dire que un lecteur qui a consommé durant la semaine ou les 2 semaines précédentes du contenu, un vrai contenu, et ben voilà le delta, l'impact sur le panier moyen. D'accord? Et d'ailleurs, le delta entre un panier, on va dire, pour un lecteur qui a consommé du contenu versus quelqu'un qui n'a pas consommé, permet de financer l'effort de contenu. Donc, le budget même est même pensé là-dessus. Donc, il y a un delta qui est pas anodin. J'ai un client très précis, je me lance pas le nommer, je suis pas sûr de pouvoir, donc je vais être attentif, mais le delta, il est important. Il est suffisamment important qu'il auto-entretient l'effort de contenu. D'accord? Donc, c'est pas Oui, seulement il parfois, alors ça, auto-entretient. voilà. Excuse-moi, je t'interromps juste Vas-y, ouais, pour préciser ouais, ça. Donc, je vois bien ces processus de calcul de gains incrémentaux, etc. Et moi, ouais, personnellement, je crois beaucoup en content marketing, donc je vois bien, j'imagine ouais, bien que ça peut être le cas. Mais il y a quand même une forme d'inertie. Comme tu disais tout à l'heure, c'est sur du temps long. Donc, les oui, premiers mois d'engagement, tu vois rien. Donc, après, ce gain, il tu vois rien. auto-entretient la création de contenu, mais il faut être capable d'attendre 6 mois, un an avant que ça s'auto-alimente, quoi. Ouais, mais tu sais, on retrouve un peu des mêmes questionnements, réflexions avec le référencement naturel, le SEO. Le Bien SEO, sûr, bien sûr. le Ouais, ouais, c'est SEO une bonne aujourd'hui, comparaison. dire à un client, je commence la strat dans 3 mois, tu vas voir comment ça va tomber. Bon, bah, là, faut autant jouer au loto. Non, aujourd'hui, c'est 9 mois, 12 mois, enfin, voilà. Donc en effet, il faut, et c'est d'où d'ailleurs mon premier point, je l'ai mentionné sur, maintenant je suis très attentif, parce qu'évidemment que je me suis pris des gamelles sur le sujet, de dire à une marque, très sincèrement, vous n'êtes pas dans un rapport au temps qui est compatible avec ce type de levier. Disons-nous les choses. Vous ne l'êtes pas. Et vous n'êtes pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas à vie. Mais aujourd'hui, vu la pression que vous avez, business, vu le contexte dans lequel vous êtes, c'est pas le levier qui vous correspond. Et ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir le dire. Hein. Parce qu'en Tout à effet, fait. c'est 6 mois, 9 mois. Alors, on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, mais il faut faire attention à ce qu'on raconte. Moi, je suis très attentif là-dessus aux promesses, pas faire de la surpromesse par rapport au contenu, ce qu'il faut en attendre sur 6 mois, 9 mois, un an. Donc, on fait attention à ça. Ouais. Et le parallèle avec le SEO est bien trouvé. Et en plus, outre le parallèle, on peut aussi imaginer une combinaison parce que cette création de contenu, elle peut servir le SEO et inversement. Le SEO, à la base, c'est quand même justement du contenu qui permet d'être référencé. Donc, en produire plus et de façon différente permet potentiellement de ranker sur de nouveaux keywords qui Ouais, auraient été ouais. difficiles à atteindre sans ça et d'apporter petit à petit un trafic complémentaire sur d'autres types de cibles, d'autres types de targets. J'avais Ouais, pas vu les choses sous cet angle, mais bon, enfin, c'est un peu la cerise sur le gâteau, bien évidemment. ouais, C'est pas ouais. pour ça que tu le fais, mais c'est la cerise sur le gâteau. Il Euh, y a un parallèle, il y a d'ailleurs il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la notion de pas de côté.
Tu vois, en SEO, souvent on a des clients qui disent alors moi j'aimerais être en première position sur tel sujet. Tiens, on parlait d'IA. Tu vois, aujourd'hui, bah vas-y, être en position sur, enfin, je sais pas, ou chatbot, ou je sais pas trop quoi. En fait, c'est mort, c'est mort. Enfin, c'est mort ou ça serait faisable, mais au prix, enfin, avec un budget en face qui est complètement déraisonnable pour vous. Donc c'est pas forcément possible. Par contre, si on fait un petit pas de côté, qui nous maintient quand même sur la trajectoire de vos audiences, il y a des niches qui sont beaucoup plus accessibles. On a souvent cette réflexion-là en SEO. Dire, bon, bah là, vu le niveau de concurrence sur ces mots-là, on va se calmer. Par contre, là, on sait faire les choses. Tu vois, ça, pareil, quand on parlait un petit peu, tu me parlais sur les ingrédients de bonne stratégie de contenu, sur la recherche du sweet spot, c'est souvent, ce sont des petits pas de côté qu'on va tomber un moment sur un truc, on va se dire, ah, on est pas mal là, en fait. On est même plutôt bien. On n'est pas core business, on n'est pas sur nos sujets premiers, mais on est sur un sujet qui est complètement à portée de nos expertises, dans les expertises, sur le chemin de pensée, j'aime bien cette notion, sur le chemin de pensée de nos audiences, et c'est ça qu'on cherche. Tu vois. Tu évoquais tout à l'heure le fait que c'était de plus en plus compliqué aujourd'hui, encore plus demain. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la pub dans les années à venir, Ouais, notamment avec cette révolution d'intelligence artificielle? ouais, alors on est en plein dedans. Ça va pas échappé que tu as dû voir, on a Mathieu Truc ici, qui est notre co-DG, qui est vraiment là, qui pilote haut et fort cet effort d'innovation. On a encore cet après-midi à assister à des choses assez hallucinantes où les concepteurs rédacteurs eux-mêmes ont réussi à, via l'IA, à la limite, générer tout seul dans leur coin un spot radio, en enregistrant leur voix, en leur transformer dans la voix de... Enfin bon, ça va à une vitesse qui est assez vertigineuse. Et on en parlait à nouveau avec Mathieu là, il y a quelques temps. Il y a des choses, ça fait longtemps qu'on parle de la personnalisation, hein, c'est pas nouveau, hein, la personnalisation, c'est un peu un sujet intrinsèque au marketing, mais je pense que l'IA va vraiment permettre de faire des choses. Alors ça ne concerne pas que la com, on parlait de presse aussi au début. Je pense qu'on va pouvoir vraiment à la volée via l'IA avoir j'ai pas qu'on fera de la pub, mais je pense que ce sujet de personnalisation va vraiment revenir, vraiment revenir. Aujourd'hui, en fait, ça expose à un tel inversement de l'effort entre idéation et exécution. On va pouvoir aller très loin dans l'idéation et, euh, et aller très vite dans l'exécution pour avoir de la déclinaison. On parle aujourd'hui de campagne de DCO, Dynamic Creative Optimization. Je sais pas si ça te parle un petit peu, le fait voilà, vraiment d'avoir des bannières voilà, qui se déclinent fortement sur plein de paramètres. On va pouvoir aller très loin, mais même sur du contenu vidéo, en fait, visuel. Donc ça, et là, on se prépare des choses assez vertigineuses. Là, pour le coup, moi, je suis vraiment victime du syndrome FOMO, quoi, hein, la peur de louper des choses en ce moment, parce que tu t'absentes une semaine de Twitter d'actualité, t'as loupé 3 solutions qui remettent tout en cause. Enfin, c'est assez impressionnant. Après, je suis pas Madame Soleil Nostradamus là-dessus. On est, faut pas se le cacher, entre émerveillement et instruction d'anxiété sur ces sujets-là. Ça va quand même très vite. Euh, Après, ouais, je pense que ça va. Là, on est dans cette phase où on joue avec l'IA, d'ailleurs où l'IA est le sujet même parfois de certaines publicités, même des acteurs qui sont pas IA. Enfin, on joue avec. Quasiment la pub s'affiche comme jouant avec l'IA. Attends, on est dans cette première phase. Et la phase d'après, c'est en fait on fera l'IA sans le savoir parce on aura des vidéos sur-customisées. Mathieu faisait allusion à la dernière saison Netflix de Black Mirror, où à un moment, il y a un personnage qui dit le poster, maintenant, c'est l'individu. Et j'aime bien cette notion-là. C'était un vœu pieux. Je pense qu'on n'est pas très loin d'en faire une vraie réalité, quoi. Donc ça va être assez sympathique. Si demain tu quittes Brainsonic et que tu montes une marque de gravel, tu arrives à lever un petit peu d'argent et tu as 1 000 000 € de budget marketing, tu fais quoi? Ouais, est-ce que je le mets en contenu? C'est ça ta sous-question? Non, Euh, qu'est-ce qui non, t'enthousiasme? non. C'est une Très façon un peu sincèrement, fun pour te demander ce qui t'enthousiasme. ouais, si je montais si je montais, tiens, et en plus, je pense qu'il y a du marché, même s'il y a plein de marques, c'est assez fou, quoi, c'est une exploration sans fin, les marques de Ravel, euh, mais ouais, je pense que pour le coup, sur ce terrain de jeu-là, vraiment, alors je sais pas encore sur quel, ce serait les vidéos, podcasts ou autre, mais ouais, clairement, je lancerai un gros rendez-vous éditorial sur le sujet. Ça, c'est évident parce que la communauté est là, parce que elle est forte, on peut vite créer des liens assez forts. Donc je réserverai aussi une grosse partie du budget voilà, je jouerai en fait un peu aux extrémités, c'est-à-dire que je mettrai une bonne partie du budget sur une production de contenu, euh, mais là où avant, ouais, c'est un point clé aussi. On parlait des créateurs, je crois, au tout début de la conversation. Tu prends Johan Lopez ou autre, c'est qu'ils ont choisi.
un terrain de bataille, hein, pas 50, hein. On évite d'arroser le désert. Donc moi, je serais très d'avis, voilà, je prends ou la newsletter, je prends un truc et j'y excelle. Parce que ce qui a changé pendant toutes ces années, sur les 5 dernières années, c'est la fin du ventre mou. C'est-à-dire être un peu bon partout, ça sert à rien. Ça a eu payé, hein. Ça a eu payé. Moi, parfois, je faisais des trucs pour des clients, c'était pas excellent, mais c'était correct, un peu bon partout et ça marchait. Aujourd'hui, être un peu bon, bah, ça ne permet pas d'émerger du bruit. Sincèrement, je le pense. Je pense qu'il faut vraiment être excellent et pointu, tu vois, pointu sur la grammaire technique, sur la grammaire narrative. Il faut être pointu. Et tu peux pas être pointu. Même des grosses marques qu'on voit, on a des gros annonceurs, hein, on a le Merlin, on a Leclerc chez Brand ils font des choix. On peut pas être bon, même quand on a des gros moyens comme ces annonceurs-là. Donc, je ferai un choix pointu. Côté stratégie de contenu, je choisirai un canal, un navigateur vidéo et je m'y tiendrai, voilà, avec régularité. Donc ça me boufferait sans doute une bonne partie du budget, peut-être la moitié. Et l'autre, je jouerai la stratégie grosse Bertha avec du pay. Donc je jouerai aux extrémités en termes de levier. La Je ferai stratégie vraiment de une stratégie de l'alter de contenu Taleb. fine. Exactement. Je ferai une stratégie de contenu assez fine, communautaire, mais avec un terrain de jeu très précis, sans me disperser, sans chercher à se content de snacker dans tous les coins. J'y crois plus du tout à ça. Euh, et, euh, et en effet, un bon budget paid quand même, parce qu'il faut pas se voiler la face aujourd'hui. Sans ça, c'est compliqué. Voilà. Si on veut viser l'excellence dans le content marketing avec toi, comment est-ce qu'on te contacte? LinkedIn? Ah bon, c'est facile par LinkedIn. Non, non, on le trouve facilement. Voilà, j'espère d'ailleurs donc sur LinkedIn. Donc, et j'espère aussi profiter de l'été, moi aussi, pour me relancer un petit format. J'ai des envies là. Le semestre a été fortement occupé. J'avais fait une petite série vidéo sur LinkedIn que j'ai mis. J'aimerais bien relancer quelque chose. J'ai Guillaume qui me presse évidemment. Euh, donc, euh, donc c'est à ça qu'on rejoint, je pense qu'on voit si on est toujours accro à son métier ou pas. C'est même quand on n'avait pas eu le temps, on continue en fait de s'y recoller. Donc voilà. Je pense comme toi, c'est le cas aussi avec ce podcast. T'as pas l'impression de le subir. J'ai pas l'impression que tu le subis. J'ai l'impression que ça se fait avec gourmandise. Donc c'est plutôt bon signe. Exactement. Bah, écoute, je partagerai avec, grand plaisir, en tout cas, le contenu que tu créeras, cet été. Et effectivement, je prends beaucoup de plaisir à ouvrir, à m'offrir un terreau de réflexion riche, grâce à ces conversations et en même temps rencontrer, des hommes et femmes, passionnants qui Ouais. participent, à m'élever et avoir une vision un peu plus 360, du monde, de la société, et de l'industrie dans laquelle, on évolue. D'ailleurs, pour continuer cette ouverture, est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander? Un prochain invité à te recommander. Tiens, j'avais pas préparé cette question du tout, du tout. Bah, tu en avais Euh, préparé aucune vu que ouais, c'est vrai. Ça s'est pas trop mal passé quand même. Ça va. Ça a été. C'est vrai. ça, C'est juste. c'est le principe d'un podcast, tu vois. J'aime beaucoup ce format parce je le trouve très authentique, un petit peu comme c'est une petite souris qui Ouais, ouais. écouterait, une conversation à la terrasse d'un café. Écoute, tu connais 2020, Cyril de l'Astérie? Tu le connais ou Non. pas? Ça te parle? Tu le trouveras assez facilement sur LinkedIn. Euh, c'est quelqu'un qui est maintenant auteur, enfin, c'est conférencier qui travaille pas mal pas seulement sur les contenus, sur les histoires. Enfin, quelqu'un qui a beaucoup de talent, je trouve, et je pense il a eu une vie assez riche. Tu vas voir sur LinkedIn en tant qu'entrepreneur, conférencier, quelqu'un qui est dans le contenu, auteur et écrit des bouquins. Il a toujours été blogué à droite à gauche, quelqu'un qui est assez actif. J'adorais entendre un petit peu voir son recul, un petit peu son analyse justement sur ces dernières années, comment il voit et d'évaluer un peu ce rapport des marques au contenu. Voilà, ça peut être une suggestion. Quelqu'un Ah. qui a beaucoup d'humour, plus que moi, ce sera plus rigolo. Donc voilà. Ok, je prends. Bah écoute, j'irai regarder ce qu'il fait. Je te remercie, Cyril, pour ton temps, pour cette, conversation passionnante. Et puis, je te souhaite, beaucoup d'amusement, sur les routes de France avec ton gravel. Et puis Écoute, beaucoup de réussite avec ta future startup. Non, je plaisante. Mais, avec la petite série que tu vas nous concocter cet été, que j'ai hâte de découvrir, sur LinkedIn, du coup. ça marche. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était une conversation bien sympa. Merci. À, à bientôt, bye. À bientôt.